Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle et de construction. D'architecture et de construction. Donc, on fait pas juste faire l'architecture, on construit nos logiciels maintenant. En tout cas, je me suis dit pourquoi être restrictif. Donc, le podcast, on discute d'architecture et de construction logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Super! Donc, avec moi, Guy Barrette. Salut Mario, ça va bien? Oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, je m'appelle Mario Cardinal. Encore une fois, pour cette émission, nous sommes dans notre studio d'enregistrement privé. Le studio mobile. Studio mobile, c'est-à-dire ma voiture. Oui, parce qu'on n'a pas d'invité avec nous aujourd'hui. On a enregistré une émission à Paris il y a quelques mois. Cet été, comme vous le savez sûrement, ça fait plusieurs mois maintenant qu'on présente des émissions qu'on a préenregistrées. Hey, ça serait le fun d'avoir des commentaires de gens en Europe. Donc, si vous êtes, je sais pas moi, en France, en Belgique ou en Afrique du Nord, en Suisse, est-ce que vous appréciez qu'on vous présente des entrevues avec des Européens? Donc, envoyez-nous un petit courriel, un petit mail, et ça va nous faire plaisir d'avoir de vos commentaires. La dernière émission, on a indiqué à nos auditeurs qu'on ferait le tirage pour l'inscription gratuite à DevTeach. DevTeach, la conférence qui a lieu à Montréal la première semaine de décembre. Donc, très bientôt. Oui. Donc, au début de la semaine, nous avons fait le tirage. Et roulement de tambour. Oui, et c'est Claude Bérubé qui a gagné. On a déjà contacté Claude et je pense qu'il a déjà même eu tous les liens là, par... Il est déjà inscrit. Donc, on est bien heureux pour lui. Puis je pense que lui aussi était bien heureux de... Il y a peu de gens qui sont malheureux quand on gagne de quoi. Effectivement, oui. Puis, on rappelle que justement la conférence DevTeach, c'est pour très bientôt. Donc, c'est pour ceux qui sont dans la région montréalaise puis qui veulent participer à une conférence de haut niveau, c'est l'endroit à être. Absolument. Oui. Je te vois faire absolument. de la bouche. Absolument, Mario, t'es là. T'es conférencier à cette conférence-là. Ouais, mais c'est pas juste à cause de moi, c'est parce qu'il y a vraiment disons plutôt que c'est les 50 autres conférenciers qui donnent beaucoup plus de valeur que juste moi-même. Ce qui donne beaucoup de valeur à cette conférence-là, c'est le fait qu'il y a des conférenciers un peu partout aux États-Unis, même d'Europe, et que il y a pas, c'est pas une conférence où il y a 15 000 personnes qui assistent. Là, on parle de quelques centaines. Là. Mm-hmm. Et la valeur, c'est que vous pouvez parler à des experts. Les conférenciers qui sont là, ils sont ouverts. Il y a des activités. Vous pouvez prendre une bière avec ces gens-là, discuter des problèmes techniques ou de ce que vous pensez faire au niveau de l'architecture de vos applications. Donc aujourd'hui, on présente une émission qu'on a enregistrée. C'est sur Entity Framework. Oui. Notre invité est Mathieu Mézil ou Mézil. Mm-hmm. Mathieu Mézil. Écoute, sans plus tarder, écoutons l'entrevue. Nous sommes à Paris, dans les bureaux de Winwise, et avec nous, Mathieu Mézil. Bonjour Mathieu, ça va bien? Bonjour Guy, bonjour Mario, ça va très bien, merci. Quel endroit merveilleux! On est à 2 pas de l'Opéra de Paris, en plein centre de Paris. C'est un endroit, pour nous, Canadiens, Québécois, c'est assez féerique. Tu veux que je te coopte pour rentrer à Winwise? Donc, en tout cas, faut le dire, être au mois de juillet, quand il fait soleil comme aujourd'hui, Paris est probablement une des plus belles villes au monde. Pour les visiteurs, pour ceux qui vivent à l'année longue, le mois de juillet est la période de l'année où vous en profitez pour partir en vacances habituellement. Oui, c'est vrai que beaucoup de personnes partent en vacances en juillet. Moi, personnellement, pas cette année en tout cas, mais ça me laissera plus de temps pour travailler des sujets comme l'Entity Framework, par exemple. Mathieu, nous, on t'a rencontré au mois d'avril dernier à Seattle pendant le MVP Summit. Tout à fait. Microsoft reçoit offre la possibilité à tous les MVP à travers la planète de venir visiter les bureaux de Microsoft. MVP voulant dire... Most Valuable Professional. T'es un MVP dans quelle discipline? Alors, je suis MVP C#. C#. Puis, donc, à cette époque-là, on a convenu que ça serait plaisant de faire un enregistrement avec toi.
même si t'es MVP C#, le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est Entity Framework. Oui. Puis la formule, c'est toujours, on commence par essayer d'expliquer à nos auditeurs qui tu es. Donc, on va traiter brièvement ta biographie. Et ensuite, on va parler d'Entity Framework. C'est le sujet de notre entrevue. C'est ça. Donc, t'es un MVP C#, mais dans la dernière année, t'as un focus très marqué sur Entity Framework. Je dirais même que tu fais un sujet qui m'a pas mal passionné. Effectivement, j'ai pas mal regardé. En fait, ça a essentiellement commencé parce que j'avais un petit peu regardé, puis j'ai eu une session à faire pour Microsoft Tech Days, donc en France. Et donc, du coup, j'ai vraiment approfondi le sujet pour faire cette session d'un premier temps, puis d'autre part, comme ça continue de m'intéresser, j'ai continué de participer, notamment avec, j'ai pas mal participé à un moment donné sur le forum MSDN, puis au MVP Summit, j'ai pu discuter également avec les personnes de l'Entity Framework Team, avec qui j'ai déjà échangé quelques mails, des personnes comme ça. Donc c'est vrai que c'est effectivement je me suis beaucoup orienté sur ce sujet et je regrette pas à l'heure actuelle en tout cas. C'est intéressant parce que le déclencheur ça a été le fait que tu fasses une présentation au nom de Microsoft sur le produit en tant que tel. Oui, c'est-à-dire j'avais un tout petit peu regardé avant, mais j'avais une vision qui était j'avais pas une énorme vision du produit, j'avais pas vraiment joué avec, je savais ce que ça faisait mais c'était tout. Et donc effectivement j'avais envie de faire une session au Tech Days et donc j'ai pu récupérer cette session là, donc je me suis vraiment investi à fond dans le sujet. Puis aujourd'hui, on peut dire que tu fais partie, il y a la communauté des blogueurs reconnus pour leur expertise liée à Entity Framework. On peut dire que tu fais partie de ce groupe select. Puis entre autres, souvent, nous, entre autres, on connaît bien quelqu'un qui vit proche de Montréal, Julia Lerman, qui est au Vermont, qui est en train d'écrire un livre sur Entity Framework. Puis quand on lit son blog, très souvent, elle va te référencer sur des choses que toi t'as fait. Donc, cette petite communauté-là se référence entre eux aussi parce que... Alors, j'ai pas la visibilité de Julie, qui est, on va dire, vraiment l'experte Entity Framework en dehors de Microsoft. Mais c'est vrai qu'en dehors de Microsoft, on n'est pas vraiment beaucoup blogué sur l'Entity Framework. Donc il y a Julie, il y a Roger Jennings et puis il y a John Papa un petit peu et puis il y a moi. Sorti de ça, c'est vrai il y a pas beaucoup de personnes qui bloguent énormément sur le sujet. Donc on a la chance d'avoir parce que nous, dès qu'on a quelqu'un qui parle français, qui fait partie d'une certaine élite dans un sujet, on veut faire un podcast. Donc, on s'est même déplacé pour venir à Paris spécialement pour te voir. T'en as tout le gros sourire parce qu'on sait que la raison principale pourquoi on était ici, c'est qu'on a été invité comme conférencier pendant la conférence de l'Université du SI. Et nous, on a juste étendu quelques jours de plus pour en profiter justement pour faire des entrevues avec toi. Puis, on va faire d'autres entrevues aussi avec d'autres personnes qui travaillent chez Winwise. Oui, en fait, on est dans les bureaux de Winwise présentement. Chez Winwise, qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis consultant et formateur. Donc, j'interviens pour différents clients. Bon, il y a surtout un client particulier sur lequel j'ai beaucoup intervenu, qui est Decra. Sorti de ça, j'interviens sur des missions d'architecture, essentiellement, pour faire du conseil également, notamment avec les nouveautés de .NET 3.5, que ce soit notamment les nouveautés de C#, mais essentiellement sur du conseil sur Linux, sur l'accès aux données, sur l'architecture avec les couches BCL. Moi, je suis plutôt spécialiste WinForm. Je suis pas du tout un expert en web, mais par contre, l'accès aux données, c'est voilà, universel. Exactement. Qu'on fasse une application web ou WinForm, il faut accéder aux données. Ouais. Puis, d'ailleurs, c'est une des choses on a certains points en commun. Tu me disais un peu plus tôt, tu as un client avec lequel qui veut toujours te garder. Je vis la même chose moi aussi. Ça fait 1 an et demi là que je suis chez le même client. Puis à toute fois, on veut me renouveler pour 6 mois, 1 an même. Tu vis un peu cette situation-là ici à Paris. Et comme consultant, même si on peut avoir un domaine pointu d'expertise qui nous passionne, quand on fait de la consultation, on doit traiter en tout cas, c'est des solutions d'architecture globale, donc on doit quand même avoir une maîtrise de ce que c'est, pas juste, par exemple, Entity Framework, mais toutes les technologies pour faire des couches d'accès aux données, comment on organise sa logique d'affaires, comment on peut organiser aussi toute sa couche présentation. En plus, là, en l'occurrence, ce client n'est pas encore, malheureusement, passé à Entity Framework, donc je continue à faire de la DO 2.0, puis pour lui, j'ai fait également toute la partie couche business. Écoute, ça fait combien d'années que tu es chez OneWise? Alors, ça va faire 2 ans en novembre. Le sujet aujourd'hui, c'est Entity Framework. Pourquoi
nos auditeurs auraient intérêt à utiliser Entity Framework? La version 3.5 du framework, on a notamment la nouvelle version de .NET dans laquelle on voit notamment apparaître Link2SQL et l'Entity Framework. Donc justement, on pourrait se demander un peu pourquoi est-ce qu'on a ces deux systèmes de mapping objet relationnel en concurrence. Moi, clairement, je fais vraiment le choix si je dois choisir entre les deux, je m'oriente vraiment vers Entity Framework parce que Link2SQL, on a un mapping 1-1 avec la base. Pour moi, je suis vraiment pas favorable à ce genre de choses parce que dans une bonne conception, on a une conception de la base de données qui est une conception relationnelle. Et au niveau de nos entités, on est censé avoir une conception orientée objet qui est différente de la conception relationnelle. Donc, quand on parle de Link to SQL, on peut penser au patron Active Record, par exemple, qui est du 1 à 1. Oui. Ouais. Et si on regarde Entity Framework, on peut penser au patron le Data Mapper, qui permet de faire du mapping plus complexe. Tout à fait. Là, avec l'Entity Framework, effectivement, on a beaucoup de manipulations qui sont possibles, qui vont nous permettre d'avoir effectivement une conception différente entre la base de données et nos entités. Parce que si je te suis bien, si je comprends bien, toi, t'es quelqu'un qui va préférer commencer à faire ton modèle du domaine d'affaires avec la technologie orientée objet, avec une vision orientée objet, et pas commencer par un modèle de base de données. Parce que Link2SQL, essentiellement, présume que tu vas penser à ton modèle de données dans un premier temps et après ça, tu vas vouloir avoir un modèle objet. Parce que toi, tu aimes mieux penser le modèle objet et ensuite, quel que soit le format de la BD, avec Entity Framework va te permettre de pouvoir faire ton mapping. Oui, tout à fait. Alors bon, et on peut pas faire non plus n'importe quoi, bien sûr, hein, mais on a pas mal de possibilités. Moi, c'est vrai qu'avant tout, je suis un développeur, je suis pas un DBA. Mm-hmm. Et c'est vrai que j'ai plus tendance à penser objet, notamment penser couche métier, mes classes métiers, mes classes business, plutôt que de penser comment est-ce que je vais le structurer en base. Mm-hmm. L'autre point également que j'ai beaucoup trop vu dans beaucoup de projets, c'est que souvent on a des DBA qui sont pas des vrais DBA, c'est-à-dire c'est juste un développeur qui s'occupe de la base de données. Le chapeau est arrivé Voilà. par hasard sur cette personne-là parce que Oui, c'est peut-être qui a pas vraiment la compétence Ouais. nécessaire. Et donc du coup cette personne-là a tendance à dupliquer. Si on a commencé à créer nos classes métiers, cette personne-là va avoir tendance à dupliquer les classes métiers, à vouloir en faire des tables, Mm-hmm. alors que finalement, bien souvent, c'est pas du tout optimal. Moi, je l'ai vu par exemple assez récemment sur un des projets sur lesquels je me suis occupé. On a énormément de notions avec la même clé. Le problème, c'est que donc autant au niveau business, ça a un sens parce qu'il y a vraiment des classes, avec plusieurs objets différents. Autant au niveau base de données, il y a des fois des tables. On a 10 000 tables avec la même clé avec une relation 1 à 1. Dans certains cas, il y a même des DBA qui mettent même pas de relation. Mm-hmm. Non, mais Oui, mais tu sais pourquoi ils font ça? C'est parce que c'est beaucoup plus facile de faire les mises à jour quand t'as pas de relation. Ouais. Et donc du coup le problème c'est qu'on se retrouve en fait avec une base qui est pas du tout optimale. Derrière, si jamais on veut l'utiliser par exemple, pour faire du reporting services ou quelque chose comme ça, mais pareil, la base c'est vraiment pas pratique parce que elle est pas faite pour. Et on a il y a un vrai problème là-dessus actuellement dans beaucoup de conceptions logicielles, qui est qu'on n'a pas forcément le bon DBA. Maintenant, dans l'hypothèse où on a le bon DBA, justement, c'est le moment idéal d'utiliser l'Entity Framework. C'est-à-dire, si on a effectivement une vraie conception relationnelle d'un côté, une vraie conception objet de l'autre, l'Entity Framework est vraiment fait pour faire le lien entre les deux. Parce que si on a un vrai DBA, lui il va avoir mis en place toute l'intégrité référentielle, parce que tu as raison qu'il y a des simili personnes qui se disent DBA, mais tout ce qu'ils font, c'est des tables, l'intégrité référentielle. Connais pas. Ouais. Donc, en tout cas, tous les concepts du monde relationnel, si on a un vrai DBA, ils sont mis en place. Ça se peut qu'avec Link2SQL, qu'à un moment donné, on soit pas capable de faire un mapping adéquat, parce que Link2SQL, c'est pour, comme on dit, une table, un objet. Voilà. Et Entity Framework, à ce moment-là, va vraiment te permettre de pouvoir prendre 10 tables qui ont des jointures, parce que le DBA, lui, va optimiser son schéma de BD et ramener tout ça dans un seul objet, parce que toi, au niveau applicatif, si tu veux travailler avec
un objet, je sais pas moi par exemple, un objet commande qui va contenir une collection des items, mais on sait que dans la BD, c'est sûr que commande et items vont se retrouver dans 2 tables. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on a, il y a quand même juste au niveau de Link2SQL, il y a juste une petite partie qui est intéressante, c'est la possibilité de faire de l'héritage, mais juste par discriminant, c'est-à-dire qu'on a une colonne dans la base qui permet d'identifier quel est le type en fait de la row. Et donc dans ce cas-là, on a la possibilité effectivement de créer un héritage au niveau de Link2SQL, mais ça s'arrête là. Hein. Après, sinon, c'est vraiment le mapping à 1. Et je sais, il y a quelqu'un de Microsoft France qui me disait, je trouve que finalement c'est pas mal l'expression, c'est du Link2SQL. En fait, c'est du SQL objet qu'on fait. Mais c'est tout. Et alors après, c'est vrai qu'on a quand même le gros avantage qui a été apporté par Link. Je sais pas si vous l'avez déjà traité, bon, sûrement que si, mais enfin, c'est essentiellement le fait d'avoir la possibilité d'avoir la vérification à la compilation et non plus à l'exécution, parce que quand on l'avait en chaîne de caractères, quand on faisait avant en ADO 2.0, ben il y avait toujours la faute de frappe qui faisait que les ça requêtes sont fortement typées. Voilà. Là, c'est fortement typé. On a une vérification à la compilation. On a l'IntelliSense, ça aussi, hein, on gagne un temps incroyable à saisir une requête en 2 secondes, on l'a fait avec l'IntelliSense. Ouais, et souvent, les requêtes démontrent clairement l'intention au niveau de la requête de base de données, ce qu'on veut faire, ce qu'on va aller chercher comme information. Tout à fait. Alors, justement, d'ailleurs, c'est assez amusant de regarder les requêtes Link, parce que en fait, qu'est-ce qui se passe quand on a une requête Link, c'est qu'après, derrière, c'est traduit en expression tree, et derrière, ça va être traduit en une vraie requête SQL. Ça, c'est le même principe plus ou moins avec les deux providers, avec Link2SQL ou avec Entity Framework, Link2Entities. Et ce qu'on va avoir, c'est que suivant déjà, on va avoir plusieurs façons de faire notre requête Link. Je vais donner un exemple très simple, c'est que si on veut, imaginons pour toutes les catégories, donc si on prend la base Northwind, hein, qui est connue d'à peu près tout le monde, pour toutes les catégories, on veut récupérer le nombre de products qui a été vendu. Ben en fait, soit on peut passer pour chaque catégorie, puis on va dedans récupérer tous les products et puis derrière on va récupérer tous les orders. Donc tu as raison. Là, quand tu fais du link, faut que tu commences par décider sur quel objet tu fais ton for. Voilà, oui. Puis l'objet de départ, ça peut te donner une requête SQL optimisée en arrière, mais si tu pars avec le mauvais objet de départ, ça va te donner une requête qui a beaucoup de jointures, qui va être beaucoup moins performante. C'est un peu ce que tu veux expliquer? Ouais, et alors ce qu'on retrouve également, c'est ça, c'est vraiment une requête de quelqu'un qui on va dire un développeur classique, voilà, où il passe tous ses objets, etc., enfin de façon itérative. Mais on peut également utiliser un group by, par exemple. Donc on va passer en fait les products, on va les grouper. Et puis derrière, on va pouvoir récupérer l'info. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui est assez amusant, c'est de voir suivant la formation des développeurs, mais on va pas du tout avoir les requêtes Link équivalentes. Alors ce qu'on a également, alors là par contre c'est un peu plus vicieux, c'est le fait que bon, il y a les requêtes SQL qui sont générées sont quand même de bonne qualité, dans le sens, là je précise bien, quand on regarde le plan d'exécution. Parce que quand on regarde l'Entity Framework, les requêtes qu'il génère, des fois on se dit mais qu'est-ce qu'il fait, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette requête? Mais c'est optimisé pour le plan d'exécution du SQL Server. Parce que au final, quand c'est optimisé par SQL Server, derrière les plans d'exécution est identique à celui la requête qu'on aurait tapé nous, même si la requête en fait est différente. Donc c'est intéressant, il y a un niveau d'abstraction au niveau de la génération de la requête SQL, et puis c'est un niveau où le développeur standard aurait peut-être pas été capable de générer au niveau de la qualité de la requête. Oui, tout à fait. Et puis ce qu'on va également retrouver, alors là c'est encore plus vicieux, j'ai envie de dire, c'est que des fois on a des optimisations pour link to object qui vont complexifier en fait la requête link, et du coup le traducteur de link to SQL en SQL va faire que la requête va être moins optimisée au final en SQL. Parce que comme la requête link est plus compliquée, il va avoir plus de mal à la traduire, et donc du coup elle va être moins optimisée. Donc en fait, il y a effectivement là-dessus une connaissance, une certaine expérience à avoir pour finalement générer la bonne requête. Alors là aussi, on peut se dire
que c'est peut-être parce que le produit est en V1, donc on peut imaginer que par la suite il y a des optimisations. Mais on peut toujours examiner la requête qui est générée. Donc on peut, Tout à fait. si on s'aperçoit que la requête qui est générée n'est pas optimale, on change notre requête link, la syntaxe un peu là, ou la façon qu'on y place nos objets. Puis on peut arriver à un niveau d'optimisation qui est intéressant là. Tout à fait. Le seul problème, c'est que, bien souvent, les développeurs ne vont pas regarder la requête SQL qui est générée. Du moment que ça leur retourne ce qu'ils veulent, ils vont pas chercher à optimiser forcément. Ouais. Et bien souvent, c'est pour ça qu'on a besoin également de consultants derrière, consultants plus spécialisés qui vont justement repasser sur le code pour essayer de l'optimiser. Mais le consultant, principalement, ce qu'il va faire, c'est juste focuser où il y a des bottlenecks. Parce que le principe serait de dire, construisez vos requêtes, link, vous, les développeurs, comme vous pensez qu'ils devraient être faites, parce qu'on s'entend probablement 8 requêtes sur 10, il n'y aura pas de problème de performance. Et maintenant, avec les outils qui nous permettent rapidement d'isoler d'où vient mon problème de performance, on va se rendre compte que, c'est une requête link. Et là, quelqu'un qui maîtrise plus link, un consultant externe, lui, va venir réoptimiser cette requête-là pour qu'elle elle soit dans les délais permis. Ouais. Ou peut-être juste en revue de code. J'utilise Link2SQL dans le projet sur lequel je travaille présentement, puis je faisais un peu de revue de code, puis je suis tombé sur une requête, puis je me disais, étrange, je suis pas certain de ce qui est généré. J'ai fait un output, non, c'est pas optimal, puis j'ai travaillé un petit peu la requête, puis bon, ça a pris quelques minutes, puis on avait quelque chose d'intéressant. Donc c'est peut-être quelque chose à ajouter finalement aux revues de code. Mm-hmm. Donc si on récapitule, d'un côté, il y a Link2SQL, qui peut être une façon de se faire une couche d'accès aux données, mais comme tu dis, essentiellement, la première prémisse, c'est que t'as pas une vision où tu modélises un modèle objet en premier, mais c'est vraiment, tu modélises un modèle de BD. Donc, tu es très data-centric. Et ce que tu vas vouloir, c'est avoir une relation 1 à 1 entre tes tables et tes objets. Dans le livre de Martin Fowler, cette couche d'accès-là, il va l'appeler un table module, où essentiellement, une table, une collection d'objets. Ça te donne souvent, donc la collection, là, c'est une liste ou un conteneur quelconque que tu utilises du côté du framework.net. Donc ça, c'est une façon de faire. Puis pourquoi toi, tu t'es intéressé à Entity Framework, puis pourquoi tu veux nous parler de ça aujourd'hui, c'est que toi, tu t'aimes mieux avoir une vision du modèle d'affaires, du modèle métier, dans un premier temps, et ensuite, la persistance, comment ça va être sauvegardé dans BD, c'est une préoccupation que tu traiteras en temps et lieu avec Entity Framework, puis là, tu feras le mapping qu'il faut bien faire, mais tu mettras pas la persistance comme étant ta première préoccupation. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, on a la possibilité de faire comme ça, parce qu'on on peut même créer notre... on peut, avec l'Entity Framework, dans le designer qui est fourni avec, on peut créer, le designer ou en tapant l'XML à la main, on peut créer toute la partie. Alors oui, je vais rapidement expliquer. En fait, ce qu'on a avec Visual Studio 2008, quand on crée un modèle Anti-Framework, on a un fichier qui est un fichier EDMX, qui est en fait divisé en 4 parties. Bon, il y a une partie pour l'affichage dans le designer, bon ça, pas beaucoup d'intérêt ici. Ça va juste dire les positions où sont tes systèmes. Les points par rapport... Et puis ensuite, ce qu'on va avoir, c'est la partie SSDL, qui est en fait la partie description des données, en base. On a la partie CSDL, qui est la description des entités. Et on a la partie MSL, qui est la partie description du mapping entre les données et les entités. Et donc, on peut tout à fait commencer en ne faisant que le CSDL, et puis en travaillant avec. Mais la façon standard que les gens vont faire ça, c'est pas en utilisant l'API, en écrivant des XML directs, c'est probablement en utilisant l'éditeur visuel. Tout à fait, l'éditeur, oui. Et on peut faire ça avec l'éditeur. Ce qu'on peut également voir, par contre, c'est que la plupart du temps, les gens vont préférer utiliser le wizard, qui va leur récupérer toutes les tables depuis la base de données. Ouais, ok, tu as un bon point là. C'est-à-dire que si les gens sont data-centric, c'est-à-dire qu'ils ont un schéma de BD, Entity Framework va te permettre de prendre cette approche-là. Tout à fait. Parce que, puis on pourra y revenir, mais faut s'entendre que le produit Entity Framework, à la base, dans sa version 1,
n'a pas été créé pour les gens qui voulaient s'en servir pour faire de la modélisation objet comme ce qui toi t'intéresse. Mais d'ailleurs, l'Entity Framework, ça a été développé par les équipes data de Microsoft, alors que LinkSQL, par exemple, a été développé par les équipes C#. Faisons donc tout de suite l'explication de quel est le problème initial que Microsoft cherchait à résoudre avec Entity Framework. On va clarifier ça. Ça va permettre après ça de comprendre un peu mieux les limitations du produit pour le scénario que toi tu veux utiliser. On va expliquer qu'il y a des limitations, mais les gens vont comprendre que ces limitations-là sont pas parce que Microsoft veulent te compliquer la vie, c'est que c'est pas le scénario que eux voulaient résoudre dans la version 1. On sait que la version 2, probablement que ton scénario va être bien couvert. Donc, quel est le scénario de la version 1? Pourquoi les gens de Microsoft ont décidé de bâtir Entity Framework? Ce qu'il y a, c'est qu'il y avait une vraie demande de système de mapping objet relationnel. Ça, moi-même, j'en avais développé un pour différentes entreprises. Alors moi, je m'étais arrêté à un mapping 1 parce que c'est plus simple, effectivement. Mais si on prend une large organisation, il y en a quelques-unes à Paris. Puis mettons un scénario très usuel. Cette large organisation-là, c'est une base de données corporative qui est hébergée sur une multitude de serveurs avec la technologie Oracle. Scénario très classique. Donc, parce que Oracle a vendu pendant une dizaine d'années le concept d'avoir un repository central pour toutes les données corporatives. Donc, ultimement, on se retrouve avec un schéma qui a des centaines de tables, très compliqué, que les DBA, qui sont des experts à maîtriser le modèle relationnel, donc on a dit qu'il en existait, eux ont tout optimisé ça avec un paquet de contraintes, de relations et tout. C'est clair que si nous, on veut bâtir une application par-dessus ça, c'est l'enfer. Parce que le modèle, il est optimisé pour la BD, mais il n'est pas optimisé pour la manipulation d'informations. Puis, grosso modo, Microsoft, et pas juste Microsoft, les clients qui sont dans le monde BD, c'est moi, j'ai besoin d'un modèle logique par-dessus ça. D'où pourquoi ça s'appelle le modèle logique. Quand on fait le design avec le designer, ce qu'on est en train de créer, c'est un modèle logique sur notre BD. Tout à fait. Alors, ce qu'il y a également, mais t'en as plus ou moins parlé à l'instant, c'est le fait qu'Entity Framework, contrairement à LinkSQL, n'est pas réservé à SQL Server. Typiquement, on peut attaquer une base Oracle ou il y a énormément de providers. Alors, sachant une petite précision, les providers se sont engagés à sortir 3 mois après la date de la RTM de Entity Framework, qui sortira avec Visual Studio 2008 SP1. Microsoft, dans ce premier scénario-là, de permettre de pouvoir créer un modèle logique par-dessus une BD super optimisée, ne vise surtout pas peut-être à aller chercher ou à adresser des clients qui sont déjà sur SQL Server, mais des clients qui seraient sur DB2, Oracle, donc qui s'assurent de pouvoir supporter ces types de BD-là. Tout à fait. En fait, on supporte autre chose que SQL Server. Oui, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'effectivement, comme tu disais, il y a déjà pas mal de grosses bases qui sont sur Oracle. Pour beaucoup d'entreprises, il n'est pas question de les passer sur SQL Server, du moins pas dans l'immédiat. Derrière, si Microsoft ne propose pas des mappings avec ces bases Oracle, derrière, c'est se priver d'un marché pour faire du .NET. De un. Et aussi, c'est se priver du cheval de Troie. Je vais prendre ce terme-là, il est peut-être fort, mais c'est le cheval de Troie pour rentrer dans ces organisations-là qui aujourd'hui sont peut-être pas très Microsoft, centrées sur les technologies Microsoft. On le sait, sont centrées sur les technologies Java très souvent. Oui, mais même si tu fais du développement .NET, ta base de données peut être Oracle, puis il y a beaucoup d'entreprises ou sociétés qui sont sous ce modèle-là. Aussi, tout à fait. Ouais. Mais on s'entend que d'un point de vue affaires, le groupe data de SQL, eux, c'était pas de donner, de bâtir l'équivalent d'un N-Hibernate ou d'un ORM dans le scénario 1. C'était d'adresser cette problématique d'entreprise-là, de donner la capacité de faire des modèles logiques par-dessus les modèles physiques. D'où pourquoi, comme tu as expliqué, si j'ai déjà un modèle physique, je peux faire il peut lire le modèle physique et me créer un modèle logique. Donc, vraiment, la vision initiale, c'est vraiment pour adresser ce besoin qui est principalement un besoin de DBA corporatif dans un premier temps. Oui, mais sachant, comme je disais tout à l'heure, c'est tu as quand même la possibilité, malgré tout, de commencer par développer le CSDL et puis de faire le mapping que plus tard.
Donc ça, c'est un bon point. Si tu commences par faire mettons qu'on est un développeur qui aime bâtir un modèle de métier, donc un modèle de domaine, il n'y a rien qui t'empêche de prendre le designer, de créer ton modèle. Tu peux le faire, ouais. Par contre, donc on dit, ça c'est modèle design first. On fait le design en premier. Oui, c'est on design en fait nos entités. D'accord. Donc, on a notre surface de design pour essayer de visualiser cet aspect-là. On a la surface de design. On n'est pas branché sur une base à ce moment-là. Pas de BD dans le décor. Pas de BD dans le décor encore. Puis là, ce qu'on utilise finalement, c'est les différents objets que le designer nous propose pour bâtir nos entités. Oui. OK. Donc, une fois qu'on a bâti nos entités, est-ce qu'on peut les relier à une base? Oui, tout à fait. Alors, mais on pourrait même, une fois qu'on les a construits, pas se connecter sur une base de données, se connecter par exemple sur quelque chose qui serait un bouchon. On pourrait faire ça. Puis essentiellement, parce que souvent les gens qui vont avoir une approche métier en premier, la BD, ils veulent faire ça le plus tard possible. Ils veulent vraiment valider leur métier et tout. Puis ils veulent commencer souvent peut-être à faire des scénarios d'interface utilisateur. Puis la BD, c'est tard dans le processus. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu pourras pas faire, c'est que tu pourras pas avoir de persistance, bien sûr, tant que tu n'as pas branché la base. Et puis d'autre part, tu as toute la gestion de l'objet contexte, on y reviendra tout à l'heure, que tu ne peux pas faire tant que tu n'as pas effectivement défini la chaîne de connexion. Donc, ce qui va arriver, c'est que si tu as créé ton modèle et tu lances la compilation, il va donner des messages des warnings, mais il pourrait quand même tout compiler les classes qui sont les... Il n'y aura même pas de warning, c'est-à-dire que il accepte le modèle dans lequel t'as pas fait de mapping et t'as pas fait le MSL, donc partie mapping, t'as pas défini le SSDL, donc la partie storage, donc la base de données, mais bon, en fait, lui, t'as juste généré des classes, quoi. Donc après, tes classes, c'est en fait tes entités. Tu peux travailler avec, si tu as envie de les stocker dans une liste, tu peux les mettre dans une liste, tu peux faire ce que tu as envie. C'est des classes qui t'a généré pour toi. Alors, ce qui est également intéressant, c'est dans la partie code généré, c'est comme dans Link to SQL, on a les partial méthodes, qui sont donc une nouveauté du framework 3.5, qui vont nous permettre, même dans les propriétés qui vont être définies dans le fichier .designer, qu'on n'est pas censé toucher, on va pouvoir intervenir, nous, grâce justement à ces partial méthodes. Donc, on crée une partial class. Oui, tout à fait. Et on vient mettre une partial méthode pour venir bonifier la méthode. Voilà. Alors, en fait, les partial méthodes, le principe, c'est que c'est l'appel à la méthode partielle va être supprimé par le compilateur si la méthode n'est pas définie. Donc, en fait, si on l'a pas redéfini nous, il supprime l'appel. Donc, il y a même pas d'appel. Moi, au début, je m'étais demandé justement s'il appelait une méthode vide ou quoi que ce soit. En fait, non, il supprime carrément l'appel au niveau de la compilation et donc du coup, c'est comme si on l'avait pas écrite. Ok. Donc, première chose que tu fais, c'est que tu utilises l'outil de design qui te crée dans le grand fichier XML la partie logique de description de tes entités. Oui. Mais tu as dit qu'il y a une partie, encore là, comme tu as dit, il y a une partie qui va être physiquement où est-ce que j'ai positionné mes boîtes, donc ça, on s'en préoccupe peu. Oui. Mais il y a deux autres sections qui sont importantes. Une section qui va décrire le modèle physique, j'imagine. Tout à fait, ouais. Et une section qui va décrire le mapping entre le modèle logique et mon modèle physique. Tout à fait. Donc, le modèle physique, est-ce que je pourrais créer mon modèle physique indépendamment d'une BD ou c'est pas réaliste, ce scénario-là, j'imagine? On pourrait, dans la mesure où, en fait, derrière, c'est du XML, donc on pourrait toujours l'éditer, mais c'est pas comme ça qu'on s'attend. On va se brancher sur une vraie BD. Oui, tout à fait. D'où t'expliquais que, dans un délai de 3 mois après l'annonce officielle, après que le produit Entity Framework va être relâché par Microsoft, pas juste SQL Server va être capable de générer... SQL Server sera déjà tout de suite... Tout de suite. Microsoft a un avantage concurrentiel de ce côté-là, mais dans un délai de 3 mois, puis c'est d'ailleurs une façon de mettre de la pression sur Oracle, DB2. Alors, sachant qu'Oracle n'a pas fait de provider, en fait, c'est des sociétés externes qui ont fait les providers Oracle, puisqu'Oracle a refusé. Parce que, Oracle sont pas fous, à quelque part. Ils se disent, mais c'est une façon pour Microsoft de mettre les pieds dans mon royaume. Et d'ailleurs, justement, il faudra faire attention. Alors, je sais pas si ça a évolué à un moment donné. J'avais entendu dire que les providers Oracle, donc, qui a été développés par les éditeurs, tiers, seraient payants. Alors, je sais pas. Ça se peut fort bien, parce que ces gens-là, faut qu'ils vivent. Parce qu'effectivement, eux ont fait du boulot, donc derrière, il faut bien qu'ils gagnent quelque chose.
Mais il y a effectivement IBM aussi qui développe ses providers. IBM pour DB2, ça c'est annoncé, je pense. Ouais. Donc IBM, eux autres pour DB2, parce que faut pas se cacher, DB2 aussi, ils cherchent, mais IBM va se servir peut-être de ça aussi comme argument pour essayer de déplacer Oracle dans les gros comptes pour entrer leur base de données DB2. Puis, on se cachera pas que Microsoft vont aussi servir de Entity Framework comme argument pour tenter progressivement, étape par étape, de déplacer, parce que dans les gros comptes, où est-ce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, Oracle est encore omniprésent. Et maintenant, si on se replace dans le temps, je me souviens en 1999, quand Microsoft annonçait SQL Server 2000, la communauté riait encore de Microsoft en disant votre produit c'est pas sérieux, c'est pas. Ouais, c'était essentiellement vu pour les petites applications. Pour les petites applications. Voilà. Est arrivé SQL 2000, ça a pris peut-être 2 ans pour vraiment que les benchmarks sortent, mais là c'était comme écoutez, c'est pas si petite application que ça. Après, en 2 ans, dans les années 2002-2003, SQL 2000 était vu de plus en plus comme ça peut être une alternative parce que le coût était vraiment moins cher que Oracle. Un premier jab très net de Microsoft sur Oracle, c'était SQL 2005. Ouais. Parce que là, c'était un produit de classe comparable à Oracle avec un prix, on se cachera pas, un ratio 10 fois moins, mais en fait de prix, c'est pas plus. Et là, ils ont pris beaucoup de parts de marché et maintenant, Entity Framework est l'étape subséquente pour encore chercher d'autres parts de marché. Avec en plus SQL 2008 qui va bientôt arriver également. Qui lui aussi là va même dépasser ou en tout cas va encore. Le problème c'est toujours pareil, c'est de faire migrer les bases existantes. Ça prend beaucoup de temps. On le sait dans les entreprises. Bon, elles sont souvent assez réticentes à échanger leur base de données parce que bon, il y a des risques, ça prend du temps, ça prend de l'argent, etc. Mais bon, c'est effectivement quelque chose qui est envisageable dans plusieurs entreprises. Est-ce que la création d'un modèle logique avec le Entity Framework peut nous protéger des changements qui pourraient arriver justement? C'est les changements qu'on vient de décrire, là, par exemple, si on passait d'une version à une autre, du système de base de données. Est-ce qu'un modèle logique peut nous protéger? Tout à fait, justement. C'est aussi un des gros avantages de l'Entity Framework. C'est le fait que on a vraiment une décorrélation entre nos entités et puis notre partie de persistance, donc la couche d'accès aux données. Et du coup, si on change de base, par exemple, et on n'a pas besoin de modifier notre code, on ne modifie que la partie SSDL. Et donc du coup, si on passe par exemple d'Oracle justement à SQL Server, également, même je vais aller un peu plus loin. C'est imaginons un exemple où on est une table voiture par exemple, où on est donc de différentes propriétés sur les voitures, différentes colonnes sur les voitures. Et puis un jour le DBA décide de dire oui, et donc sur la table voiture, on a une colonne de type booléenne qui permet de savoir si c'est une vieille voiture ou une voiture neuve, enfin n'importe, une voiture récente. Et le DBA un jour décide de dire oui bon ça finalement ça me plaît plus. Je vais faire 2 tables, une table old car et puis une table new car. Et là on se retrouve vite embêté dans la vie courante comme on a actuellement puisque il va falloir tout modifier au niveau de notre code. Et au niveau de l'Entity Framework, on a la possibilité de lui dire moi mon objet il reste identique avec ma propriété effectivement new car qui est type booléenne. Et je vais dire, voilà, je mappe à la fois sur la table new car et sur la table old car. Quand ça vient de old car, la colonne new car, tu la mets à false. Quand ça vient de new car, la colonne new car, tu la mets à true. Et c'est fini. C'est-à-dire, j'ai modifié mon SSDL. J'ai donc la partie description des données. J'ai modifié un partie mapping. Ma partie description de mon entité n'a pas changé. Et donc, bien entendu, mon code n'a pas changé. Donc, c'est un niveau d'abstraction, c'est une couche logique, finalement, tout à fait, au-dessus de notre base de données. Tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que, autant quand on fait du link to SQL, on va continuer généralement à avoir un modèle avec une application WinForm. On va avoir donc la couche DAL, BLL, UI. Autant avec l'Entity Framework, généralement, on n'a plus besoin de la couche DAL, parce qu'en fait, la couche DAL, c'est fait par l'Entity Framework. On a déjà l'abstraction et on peut directement passer avec les entités, la plupart du temps avec les entités BL. Ce qui n'empêche pas éventuellement, si on veut, d'ailleurs de rajouter une couche intermédiaire,
Mais en tout cas, c'est un vrai plus également de l'Entity Framework à ce niveau-là. Puis Mathieu, ce que tu viens d'expliquer, on va y revenir pour même le rendre, ton scénario est très concret. Donc, montrons bien qu'est-ce que ça pourrait arriver puis pourquoi les DBA veulent un modèle logique. Je suis un DBA, j'ai une base de données d'entreprise, j'ai une première application, comme tu as dit, que cette application-là, elle avait besoin de travailler avec des voitures et pour différentes raisons, on a décidé qu'on mettait un champ booléen, une vraie vieille voiture, une nouvelle voiture. C'est une application, par exemple, pour vendre des polices d'assurance. Dans la vie normale, il arrive un autre besoin d'une nouvelle application, et puisqu'on a une philosophie de pas une nouvelle BD pour une nouvelle application, c'est une seule BD centrale que toutes les applications utilisent, qui est un modèle utilisé par beaucoup de larges organisations aujourd'hui, parce qu'on considère que les données sont notre patrimoine le plus cher, le plus important. Donc, la nouvelle application, qui dans ce cas-là, imaginons que nous, la table des voitures, t'as des centaines de millions d'entrées là-dedans, puis des vieilles voitures, t'en as 90 millions, puis t'as 10 millions de nouvelles voitures, 90 millions de vieilles voitures. T'as une application, une nouvelle application qu'on bâtit, qui, elle, aurait besoin juste des nouvelles voitures. Tout à fait. Et cette nouvelle application-là, parce qu'il faut à tous les fois qu'on l'appelle, faire le tri, ou en tout cas séparer les nouvelles voitures des anciennes voitures si on travaillerait juste avec notre table actuelle de voiture, très rapidement, le DBA se dit, je devrais diviser mes deux tables. Ça va réoptimiser cette nouvelle application-là, mais le défaut, c'est mes applications existantes. Faudrait que je les réécrive, faudrait que je les modifie. Tandis que là, avec un modèle logique, il va physiquement diviser, mais le modèle logique, il va pouvoir rester vrai pour l'application, la première application, et la seconde application, elle va travailler avec un concept de voiture, mais juste des voitures neuves. Tout à fait, ce qui apporte en fait deux avantages principaux, qui sont d'une part, le développeur il est content parce qu'il n'a pas de travail à faire, et le DBA, peut-être que dans le premier cas, avec une vieille application, avec autre chose qu'Entity Framework, il serait dit bon finalement tant pis je laisse tomber parce que sinon toutes les autres applications n'ont plus marché. Là la modification impacte tellement peu le code puisqu'en fait ça impacte même pas le code, ça impacte juste donc les deux autres la partie donc description des données et la partie mapping. Et donc du coup il se dit ça fait pas beaucoup de travail donc je saute le pas et je fais. Absolument, parce que c'est un très 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 bon point que tu mentionnes, Mathieu, parce que souvent on ne touche pas à la base de données parce que on va casser plein d'applications. Voilà, exactement. Donc on est pris à ne pas faire d'optimisation parce que on va briser tout ce qui est ce modèle-là de base de données centrale où toutes les applications viennent piger dedans. Le problème c'est que tout le monde est mal servi à quelque part parce qu'on peut plus faire aucune optimisation sur la BD, donc la BD devient de plus en plus lente. Puis le DBA, lui, il sait ce qu'il faudrait qu'il fasse. Il est juste pogné qu'il peut pas le faire parce qu'il va briser les applications existantes. D'où pourquoi les DBA veulent acheter une approche avec un modèle logique. Et la stratégie de Microsoft, c'est de dire, on va vous l'offrir, on va vous le faire, cet outil-là, parce que nos compétiteurs aujourd'hui ont rien de comparable, de un. Et de deux, comme j'expliquais, c'est une porte d'entrée pour Microsoft pour mettre les pieds dans les comptes majeurs, qui fait quand même pas encore partie de leur stratégie, parce que la vision de Microsoft, c'est qu'ils voudraient que SQL Server se retrouve partout. Bien sûr, oui. Et puis en plus ça, donc pour reprendre encore cet exemple-là, ce qui est très intéressant, c'est que imaginons le scénario où après donc on a donc deux tables en base, mais on n'a qu'un seul type d'entité, qui est l'entité car, dans laquelle on a donc notre booléen. Si derrière, je vais rajouter une nouvelle voiture en lui mettant le booléen new car à true, automatiquement, lui, il va bien savoir qu'il faut qu'il l'insère dans la bonne table, dans la table new car. Bien entendu, ce cas marche également. Donc, c'est pas uniquement, ne serait-ce que pour faire un select. C'est vraiment, on a c'est vraiment, on fait le CRUD avec ça. C'est-à-dire, on fait pas juste la lecture, mais on fait créer, lire et mettre à jour avec le modèle logique de Entity Framework. Tout à fait. Donc, on a les trois CRUD, en fait, les CRUD, create, read, update et delete. Ouais, absolument. Je sais qu'on va pouvoir parler un peu plus de qu'est-ce qu'on a à l'intérieur d'Entity Framework, mais vu qu'on est dans ce sujet-là, qu'on explique bien la vision initiale, le scénario initial que Microsoft ont fait pour la version 1, prenons quelques minutes juste pour expliquer que dans les derniers mois, il y a beaucoup de gens dans l'industrie qui, eux, et surtout de la communauté agile, qui utilisent aujourd'hui un Object Relational Mapper. Un Hibernate, pour pas le nommer. Un Hibernate, pour pas le nommer. Qui, eux, quand ils ont vu Entity Framework, se sont dit, hey, je voudrais utiliser ce produit-là pour faire ce que je fais aujourd'hui avec un Hibernate. Et, malheureusement, ils sont mal servis parce que c'est un scénario version 2. Qui est essentiellement de dire, je veux créer mon modèle en premier, je veux pas avoir de BD dans le décor, je veux vraiment le plus tard possible établir ma BD.
Puis là, puis je voudrais surtout travailler avec ce qu'on va appeler des objets purs, ou dans lesquels j'ai rien, aucune pollution qui vient d'Entity Framework. Et aujourd'hui, le modèle logique de Microsoft, c'est de dire, ben écoute, ton Data Access Layer, tu devrais le faire avec Entity Framework, et ce que ta couche de domaine, la couche métier devrait voir, c'est des objets Entity Framework. Et les gens qui sont plus dans une approche utilisant un Hibernate, eux, ils veulent que leurs objets métiers aient aucune connaissance de la technologie utilisée, donc dans ce cas-là, Entity Framework. Puis on a vu ces dernières semaines, ces derniers mois, apparaître une pétition où des gens ont dit, nous, on veut boycotter Entity Framework. Puis là, il y a eu une réponse de Microsoft. Donc, traitons ça. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ouais, alors effectivement, moi aussi j'ai vu passer ce mail, même si j'étais en vacances, donc en fait je l'ai vu un peu tard, parce que en fait j'étais en vacances jusqu'à hier. Je suis pas tellement d'accord. C'est-à-dire que il y a plusieurs choses. D'abord, au niveau de Entity Framework, on n'est pas obligé d'utiliser le code qui est généré par le designer. On peut avoir notre propre code. On a dans le code qui est généré par le designer des classes de base, mais on n'est pas obligé d'implémenter utiliser ces classes de base. On peut simplement, en implémentant un certain nombre d'interfaces, s'en passer. Alors bien entendu, c'est vrai qu'il faut à un moment donné implémenter ces interfaces. On peut pas non plus. Mais ces gens-là, eux autres, ils disent mais là j'ai pas ce qu'on appelle des plain old CLR objects, des POCO. Ce que j'ai, c'est des iPOCO, c'est-à-dire j'ai des interfaces que j'ai des objets qui doivent implanter certaines interfaces. Oui. Puis pour eux, c'est comme drame à la demeure, je suis pas totalement ignorant de ma technologie de persistance. Et donc, première raison pourquoi ces gens-là disent mais Entity Framework, c'est pas pour nous. Ou en tout cas, on veut que vous, Microsoft, que vous changiez ça le plus rapidement possible. Disons qu'il y a moi j'étais très étonné parce que pendant le Summit, en fait, le Summit, j'ai participé à un débat qui était qu'est-ce qu'on voulait dans la V2 de l'Entity Framework. Et j'étais vraiment très étonné. D'abord, c'était une toute petite salle et on était très très nombreux, donc on était vraiment bondés dedans. Et beaucoup de gens de la communauté agile qui aujourd'hui utilisent Hibernate avaient pris possession de cette salle-là. Pour les échos que j'en ai entendu. Effectivement, oui, c'était très très étonnant dans le sens où les débats étaient très passionnés et très agités. Alors d'habitude, c'est quand même plutôt calme. On a fait des démos là, non, c'était vraiment des échanges assez vifs. Et j'ai vu qu'il y a vraiment une vraie passion par rapport justement à Entity Framework. Moi, ce que je vois au niveau Entity Framework, c'est que c'est sûr, il y a des choses que Hibernate fait, que Entity Framework fait pas encore, mais il faut voir que c'est quand même un produit qui est tout nouveau, qui a, je pense, une longue espérance de vie, qui va évoluer avec les futures versions. Et je suis d'accord dans le fait de dire que il n'y a pas encore tout dans la V1, ça c'est certain. Mais pour moi, il y a déjà une réelle avancée, une réelle amélioration par rapport à ADO 2.0, qui est vraiment, la nuit et le jour. Voilà. On est un vrai modèle objet. C'est-à-dire que d'une part, il y a Link, qui apporte vraiment quelque chose en plus, mais en plus de ça, avec Entity Framework et donc cette couche d'abstraction et le fait d'avoir une vraie conception orientée objet, etc., on a vraiment quelque chose qui est, pour moi, déjà une énorme avancée. Maintenant, je dirais il y a la problématique d'Entity Framework, je pense qu'elle est pas là. C'est-à-dire qu'effectivement, bien sûr, il y a encore des petites choses qui manquent, qui vont apparaître dans la V2 ou dans les versions futures. Mais qui manquent pour quelqu'un qui veut faire un scénario de se créer un accès de données où la couche métier est totalement ignorante, dans une vision à la Hibernate. Entity Framework, c'est pas ça. Ça va être la version 2 d'Entity Framework va te permettre ça. Parce que le scénario de version 1 de Microsoft, c'est pas ce problème-là qu'ils cherchent à résoudre, c'est un autre problème. Alors bon, malgré tout, même sans ça, c'est-à-dire qu'il y a par exemple, mais je vais prendre un exemple, ce qu'on appelle les complex types. Donc en fait, les complex types, c'est donc tu as en base de données, imaginons que tu as donc si on prend NorthWind, qui est bien connu, on va avoir les suppliers qui vont avoir une adresse, donc adresse 1, adresse 2, city, postal code, région, country. On va avoir la même chose sur les customers, on va avoir la même chose sur les employés, etc. Au niveau objet, il est hors de question qu'on duplique tout. C'est-à-dire que même, voilà, c'est vraiment pas une conception orientée objet. Donc, ce qu'on va avoir, c'est ce qu'on appelle un complex type. Donc, on va y dire, voilà, je crée un type. C'est pas une vraie entité, mais c'est un type spécial qui va être dans notre type adresse dans lequel on va mettre toutes nos propriétés. Et d'ailleurs, ce qu'on va pouvoir faire, c'est lui dire, pour le supplier, je vais mapper la colonne adresse avec
finalement le supplier.adresse.adresse1, la colonne adresse 1, etc. Et donc on va comme ça pouvoir jouer également parce que un autre point, on voit bien que c'est intéressant d'avoir ce mapping, non pas par attribut comme on a avec Link2SQL par exemple, mais avoir un vrai mapping plus complexe. C'est que sur Northwind, au niveau d'order, on a order adresse et non plus order adresse 1 et non plus order adresse et non plus adresse 1. Et donc là justement on n'a pas le même nom. Donc mais là ça pose aucun souci, c'est-à-dire que voilà, il suffit de mapper, ma colonne s'appelle order adresse 1. Donc c'est intéressant, ce que tu dis c'est qu'en fait on peut prendre des tables dans notre base de données. Si on se retrouve avec des champs qui sont similaires en différentes tables, c'est qu'on peut créer une entité ou un objet qui finalement va regrouper ces champs-là. Donc le cas adresse, adresse 1, adresse 2, ville, province, etc. C'est un très bon cas. Tout à fait. Et là, typiquement, donc ce qu'on appelle en fait les complex types. Les complex types, actuellement, ce n'est pas supporté par le designer. Donc là, on voit bien que, et ça sera pas supporté le jour de la sortie de la V1 en RTM. Ça sera supporté qu'en V2. Puis ça, c'est vraiment un scénario que les gens de la communauté agile veulent, mais ils vont l'avoir un jour, mais pas maintenant. Là, actuellement, on l'a. Simplement, il faut taper du XML à la main. Ouais. Alors, c'est pas non plus mortel, hein. Il faut juste avoir un peu d'habitude. Oui, mais eux, les gens de la communauté agile sont habitués à faire du XML, donc ça devrait pas leur faire peur. Heureusement, c'est pas tout le monde de la communauté agile qui a une position drastique aussi par rapport à Entity Framework. Il y a quelques personnes qui sont souvent ceux qui vont parler le plus fort, mais on s'entend qu'il y a beaucoup de gens de la communauté qui sont dans une approche agile, qui font du test-driven development. Je me souviens, cette semaine, on était à Paris, j'ai rencontré Frédéric Schaffer chez Octo. Frédéric utilise Entity Framework, puis pour lui, il est conscient des limitations, mais il vit avec et il réussit à faire quand même très bien son design avec une approche métier en premier. Comme ce que je comprends, c'est que toi aussi, c'est ce que tu fais. Oui. Puis quand tu comprends les limitations et tu travailles avec, pour une version 1, c'est déjà très bien parce qu'avant, ce qu'on avait, c'était des datasets. Tout à fait. Donc, c'est comme datasets ou des data readers. Donc avant, la vie était centrée de toute façon sur un objet qui était tabulaire. Maintenant, on peut avoir des vrais objets. D'où l'importance d'avoir effectivement la couche DAL et la couche BLL. Alors que maintenant, finalement, quand on va pouvoir vraiment designer nos entités, on n'a plus vraiment besoin d'avoir deux couches bien différentes entre les deux. Et puis d'autant plus que justement la partie donc de l'Entity Framework, donc ce qu'on appelle EDM, en fait l'Entity Data Model, va nous permettre d'avoir une abstraction importante entre les différentes, entre vraiment la couche de persistance et puis nos entités. Donc là, on vient de brosser le portrait. Version 1, Microsoft font un outil qui permet de faire un modèle logique. En se connectant sur une BD, on est capable d'aller dans un fichier XML, mettre toute l'information. C'est pas nous, là, c'est l'outil va mettre les informations sur le modèle physique. J'imagine que Microsoft nous donne aussi des designers pour être capable de faire le mapping, pour aisément dire ça ressemble à quoi ces designs-là? C'est-tu des property sheets ou? À l'exception, bien sûr, des complex types, ce que je disais, qui sont pas supportés. On a un designer qui est assez bien fait. Enfin, les datasets, je trouvais ça assez moche, en fait. Designer, autant celui-là, est relativement plus joli, enfin, même si c'est pas forcément l'important. Mais si on comprend bien, pour nos auditeurs qui n'ont jamais touché à Entity Framework, mais qui ont utilisé des designers pour créer des datasets. Oui. Je pense que la majorité de nos auditeurs ont fait ça dans leur vie, que ce soit des datasets non typés ou des datasets typés. Ça ressemble beaucoup, c'est même un peu plus convivial et Oui, alors la grosse différence, et c'est peut-être un petit peu un manque de l'Entity Framework, c'est que Link2SQL ou le dataset, tu as la possibilité de faire un drag and drop de ta table depuis le Server Explorer, c'est le Windows Server Explorer, sur ton designer. Avec l'Entity Framework, t'as pas cette possibilité-là, tu es obligé de passer par un wizard, dans lequel tu vas lui dire, je vais ajouter telle table, ou telle vue, ou telle procédure stockée. Et puis derrière faire un update de telle chose ou supprimer telle chose que j'ai et il validait ce wizard. Bon, c'est un petit peu dommage, mais parce que c'était pratique le drag and drop. Mais enfin bon. Mais on comprend que dans leur scénario numéro 1, eux ils s'adressent pas, ils vont pas créer un produit pour des développeurs, ils ont créé un produit pour des DBA. Puis les DBA, eux autres qui s'attendent à un scénario, c'est j'ai un wizard puis je sélectionne parce qu'ils sont pas habitués de faire du drag and drop dans Visual Studio. Les DBA vivent pas dans Visual Studio.
Je suis que moyennement d'accord avec toi sur la partie. Alors, c'est où- bon. C'est pas Heureusement, si tout le monde serait d'accord déjà avec moi, la vie serait plate. aussi. Parce que quand tu dis que c'est pour les DBA, je suis pas tellement d'accord dans un sens où l'intérêt c'est de faire des entités orientées objets. Donc ça, typiquement, c'est pas le travail du DBA. Absolument. C'est plutôt au contraire le travail de l'architecte logiciel. Et donc du coup, D'ailleurs, t'as très raison. L'outil est hébergé Pour dans Visual d'ailleurs. Studio. Ouais, c'est effectivement Donc, régulateur. tu sais, t'as un point. Là. Sinon, on l'aurait vu dans Dans- SQL Server ouais. Management Studio. Là. Ouais, donc tout à fait raison. Mais reste que sur le point quand même que Microsoft cherche à donner la capacité de faire des modèles logiques pour circonscrire une problématique de DBA aujourd'hui. oui, mais enfin, essentiellement, je dirais le point qu'il y a, c'est qu'on peut, enfin, la plupart du temps qu'on l'utilise, malgré tout, même si pour ma part j'ai plutôt une approche effectivement conceptuelle, on va l'utiliser à partir d'une base existante très souvent. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir déjà si on prend par exemple Northwood, n'importe quelle base, si on importe toutes les tables, on va remarquer quelque chose qui est très très utile et donc en fait une des manipulations qui sont possibles avec l'Entity Framework, c'est le fait que quand on a une table au niveau d'une conception relationnelle, quand on veut faire une relation many to many, donc entre par exemple les products et les orders, on est obligé d'avoir une table intermédiaire qui va dans lequel on va avoir les différentes, enfin les deux primary keys, qui peuvent être sur plusieurs colonnes, mais enfin les primary keys, et puis qui vont être également des foreign keys pour retrouver en fait notre relation many to many. Dans l'hypothèse où on a que ces colonnes-là dans notre table, finalement, on se dit au niveau relationnel, bien sûr, ça a un sens, mais au niveau objet, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans le product, on peut avoir une collection d'order, et dans order, on peut avoir une collection de product. Bon, c'est pas forcément un bon exemple parce que dans la table orderline, il y a également d'autres colonnes. Mais bon, enfin, il y a. Mais présumons qu'il n'y aura pas d'autres colonnes. Mais bon, donc et là, quand on va importer nos tables, automatiquement, avec le wizard, il nous a supprimé on n'a pas d'entité qui serait l'entité orderline. On a une entité order, une entité product et une relation many to many entre les deux. Ce que Link to SQL ne permet pas. Ne permet pas Tout de à faire. fait, ouais. OK, donc là c'est déjà une bonne différence. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est à un moment donné, on se dit oui, mais c'est bizarre, il faut quand même qu'il mappe sur la table intermédiaire. Et en fait, c'est la relation qui est mappée sur la table intermédiaire au niveau justement du notre mapping. Parce que la relation est un concept phare dans Entity Framework. Tout à fait. Ce que dans Link to SQL, oui, dans Link to SQL, on reste vraiment comme enfin avec une relation. Il y en a une, mais elle est plus simple. Implicite à quelque part. On a parlé beaucoup de la surface de design, du Entity Data Model, tout ça. Qu'est-ce que Microsoft nous offre pour interroger finalement nos entités, ou finalement à aller interroger, sauvegarder les objets directement dans la base de données? Ce qu'on a en fait, c'est qu'on passe par un contexte qui est en fait un objet intermédiaire. Donc et au niveau du contexte, ce qui va se passer, c'est que on va avoir une collection d'entités pour chacun de nos entity types. Alors pour chacun, c'est pas tout à fait exact puisque quand on a en fait de l'héritage, j'y reviendrai donc juste après sur les différents scénarios d'héritage. En fait, ce qu'on va avoir, c'est une propriété qui est pour chacun des entity sets. Et en fait, les entity sets, c'est pour chaque classe de base. Okay. Donc, c'est-à-dire que par exemple, si on a, imaginons une table employée sur laquelle on a deux colonnes qui vont être par exemple out type et out date. Ce qu'on va pouvoir avoir, c'est une entity type, enfin un type d'entité qui va être l'entité employée. On va avoir un type d'entité qui va être l'employé en activité, et puis un type d'entité qui va être out employé. Et out employé et employé in activity vont hériter d'employé. Okay. Déjà, ce qu'on peut faire à ce moment-là, comment on va faire ça? On va lui dire employé in activity, c'est quand out date is nul. Et out employee, c'est quand out date is not nul. Ça veut dire que tes règles, par exemple, si tu as un modèle objet avec de l'héritage, ta façon de définir tes règles d'héritage peuvent être très sophistiquées. Tout à fait, oui. Avec Entity Framework. Oui.
Et en plus, ce qui va être très intéressant, c'est qu'on a un vrai contrôle. C'est-à-dire que au niveau du designer, il ne sert pas juste à avoir un designer qui fait joli, qui nous évite de taper le code. C'est-à-dire que quand on fait ça, il va, et qu'on compile, il va nous mettre une erreur. Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les erreurs de l'entité, du compilateur sur Entity Framework sont très particulières. Parce que quand on a une erreur dans Visual Studio, mais en fait, on n'a pas d'erreur au niveau du compilateur, parce que le compilateur, lui, ce qui l'intéresse, c'est le code qui est généré par Entity Framework. Ouais. Donc on voit l'erreur, mais malgré tout, il se run sans problème. Donc ça, il faut en être conscient. Actuellement, avec la dernière version Entity Framework, encore une version bêta, il y a d'ailleurs par moment des bugs, c'est-à-dire qu'il nous met qu'il y a une erreur, alors qu'en fait, il n'y a pas d'erreur. Et quand on exécute, ça marche très bien. Mais on s'entend que mais bon, dans la version ATM, il y aura plus ce genre de problème. Okay. Là, typiquement, donc dans notre scénario, on va avoir une erreur qui va nous dire attention, tu m'as mis une classe employé qui est héritée par employé inactivity dans lequel tu m'as dit que outDate était nul, et out employé dans lequel tu m'as dit outDate is différent de nul. Pour moi, employé, elle est forcément abstraite alors, parce que sinon ça n'a pas de sens. Effectivement, lui est capable de voir ce genre de choses, donc il faut le mettre abstrait, sinon on a donc cette erreur. Et donc on a donc plus qu'un générateur de code, on a vraiment un contrôle également de la cohérence de notre modèle. De notre modèle logique. Voilà. Mais quand moi, par exemple, si je veux juste faire un bout de code, pour aller, on va commencer par faire la recherche. Chercher les données, on regardera après comment on peut faire des mises à jour ou créer. Donc si je veux juste aller chercher, par exemple, revenons avec ton exemple, j'ai mes employés. Donc, je veux faire une requête pour aller chercher mes employés qui sont justement en mandat à l'extérieur, qui sont pas au bureau. Oui. Donc, je cherche ceux où le fameux champ serait pas nul. Donc, dans mon code, il faut que je commence par aller me chercher un contexte. Est-ce que tu parlais tout à l'heure de contexte? Oui, alors en fait, ce qu'on va avoir besoin, c'est de créer une instance d'une classe qui s'appelle Object Context, mais généralement c'est un de ses dérivés qui est généré automatiquement d'ailleurs par le designer. Parce qu'à l'époque de ADO, on se créait une instance d'une base de données. Oui. Puis là, de cette base de données-là, après ça, essentiellement, on était capable d'écrire en texte notre requête et tout. Ouais, c'est plus complexe. Il y avait un objet command. D'accord, mais on allait chercher un data reader. Si on fait un parallèle. Donc là, tu vas travailler avec un contexte. C'est-à-dire qu'en fait, le contexte, il apporte beaucoup de choses. Typiquement, il va nous... quand le contexte, on n'a pas encore écrit en base. On va avoir une méthode qui va être self-changes sur le contexte, qui va nous permettre de dire, bon, ben voilà, maintenant les modifications que j'ai faites sur mon contexte, tu les apportes en base. Et donc, un peu à la manière d'un dataset, on va garder les anciennes valeurs, on va voir les nouvelles valeurs, donc on va avoir un différentiel, donc c'est à ce niveau-là, et on va pouvoir lui dire, à ce moment-là, c'est bon, tu vas écrire en base. On va avoir une gestion qui est, et en plus ça, bien sûr, sur le self-change, c'est une opération qui est transactionnelle, c'est-à-dire que s'il y a un problème à un moment donné, on peut lui dire, soit ok, mais bon, c'est bon, tu continues, soit on arrête tout, soit bon, je peux essayer de voir pourquoi il y a eu l'erreur et essayer de corriger ce qu'il faut, etc. Là, au-dessus, on peut avoir une gestion très très fine et bien entendu. Donc, là, tu fais un parallèle avec un contexte, ça peut ressembler un peu à un dataset, en tout cas à cause que tu as le concept de pouvoir le sauvegarder, mais peut-être que parce que on sait qu'un dataset, c'était un conteneur qui contenait des tables, ces choses-là. Est-ce que tu es en train de me dire qu'un contexte, ça va être un conteneur qui va contenir des objets, des choses comme ça? Alors, en fait, le dataset, le data context? L'object context, non, data context, justement, c'est pour Link to SQL. Okay. Et on a l'object context pour Link to pour Entity Framework. Mm-hmm. L'object context, ça peut ressembler un petit peu à dataset dans la mesure où effectivement on va récupérer les objets en mémoire. Donc ce ne serait pas des tables à ce moment-là, ça serait tous les objets. Voilà, c'est toutes nos entités en fait. Ouais, tout à fait. Les entités. Mais sachant que au niveau du dataset, on était quand même très limité, puisque ne serait-ce que déjà, bien sûr, pas d'héritage, on avait juste des relations, on n'avait pas la possibilité de faire de jointure, etc. Enfin bon, c'était maintenant avec Link to Dataset, on peut faire un peu plus de choses, mais c'était quand même extrêmement. C'est un conteneur tabulaire, voilà. On pourrait le voir comme ça. Là, on a quelque chose qui est, on a vraiment nos entités. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que typiquement, si on a rajouté notre propre code en ayant étendu via partial les entités du framework, nous on y a accès. Au niveau du dataset, les classes qui étaient générées pour les tables, etc., c'était pas les classes partielles, c'était voilà, elles sont comme ça et puis voilà.
Là, on a vraiment notre notion. Après, il y a effectivement une approche qui est un peu semblable à celle d'un dataset dans la mesure où on a nos entités en mémoire et où c'est à nous de dire que voilà, on va faire le save. Donc du coup, il va faire le bon save en base. Maintenant, ce qu'on va avoir également qui peut être intéressant, c'est la possibilité de lui dire, alors dans la V1, en fait, c'est les 3 opérations, mais dans la V2, a priori, on pourra en choisir qu'une, lui dire, tout ce qui est CUD, donc sans le read, c'est-à-dire create, update, delete, je veux le faire par procédure stockée. Dans le dataset, on pouvait effectivement rajouter des adapteurs, mais il fallait dire spécifiquement nous qu'on voulait appeler notre procédure stockée et pas l'adapteur classique. Là, ça va être fait tout seul. En plus, ça, ce qui est intéressant, c'est que sur le code SQL qui est généré, c'est des requêtes paramétrées à chaque fois, ce qui fait que si on exécute les mêmes requêtes avec des valeurs différentes au niveau des paramètres, elle s'est optimisée au niveau de SQL Server, puisqu'il y a un phénomène de cache. Ok, là, si je vais essayer de résumer ce que je comprends, tu me clarifieras ou tu me contrediras si ce que je dis est stupide. Donc, j'ai eu mon modèle logique, ça m'a généré ce modèle logique-là des classes. Oui. Des classes partielles que je veux surtout pas toucher parce qu'ils ont été générées par l'éditeur visuel. Oui. Mais par contre, si je veux rajouter par exemple des comportements, donc du code, si je veux définir des nouvelles règles comme comment je vais faire ma création ou ma mise à jour, je peux étendre ça en reprenant la même classe, en la définissant comme partielle, soit en rajoutant des méthodes ou en utilisant des partial méthodes, même venir modifier le comportement attendu. Tout à fait, oui. Donc, ces classes-là, après ça va se compiler, ça fait des vrais objets. Quand je suis dans mon code à moi, de mon application, je suis dans ma couche métier, et là, je veux me revirer de bord et dire, hey, Entity Framework, je veux vraiment aller chercher mes données dans ma BD. Donc, je vais commencer par m'instancier un object context. Oui. L'object context, il attend, j'imagine, des paramètres parce qu'il faut que tu lui donnes, je sais pas moi, et la chaîne de connexion, sachant qu'en fait, par défaut, il va récupérer celle qu'il a créée avec la ppconfig quand on a créé via le wizard. Donc le visuel, l'outil te permet de stocker ça dans un fichier de config. Tout à fait, ouais. Alors, ce qui est quelque chose d'important au niveau de la chaîne de connexion, c'est que la chaîne de connexion de Entity Framework n'est pas la chaîne de connexion classique comme on la connaît avec la DO.NET 2.0. On aurait ajouté des choses. C'est-à-dire que, en fait, voilà, il y a 3 choses en plus. C'est-à-dire qu'on a notre fichier EDMX au moment de la compilation, il va être explosé en 3 fichiers qui vont se passer à côté dans le répertoire debug ou release, n'importe, mais qui vont être le fichier SSDL, le fichier CSDL et le fichier MSL. En fait, il va éclater les 3 parties en 3 fichiers différents. Et donc, il va falloir lui préciser dans la chaîne de connexion le chemin du CSDL, le chemin du SSDL, le chemin du MSL, plus la chaîne de connexion classique comme on la connaît. Okay, parce que la connexion, quand je m'instancie un object context, à partir de ces chemins-là, il va aller rechercher des méta-informations sur le modèle. Mais c'est-à-dire que là, au runtime? Oui, c'est-à-dire qu'au niveau de notre code, il y a aucun moment donné où on a marqué que on a mappé telle propriété avec telle colonne. Ouais, parce qu'on n'a pas de code, on n'a pas de capacité d'écrire ça en C#, donc il a fallu l'écrire quelque part dans un fichier XML. Donc en fait, c'est des métadatas qu'on va retrouver, donc du coup. Donc je comprends pourquoi la connexion est différente. Donc là, je m'instancie mon object context. Oui. L'object context, lui, qu'est-ce qu'il contient? C'est un conteneur pour des listes d'objets? Au début, il contient rien du tout. Okay. Et en fait, c'est simplement l'objet contexte, on va en avoir besoin pour faire les requêtes link. Donc, on va par exemple lui dire from C in context.categories select C. Donc, avec l'objet context, je suis capable de faire des requêtes link pour aller peupler. Encore là, lui, il va être capable d'objet context de tracker les objets que Link me retourne, puis après ça, vérifier, il y a eu des changements, puis si je ferais save sur le contexte, il va aller automatiquement les sauvegarder. Tout à fait, oui. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on va récupérer des objets au niveau de notre contexte, on va demander donc de récupérer les objets pour faire une requête link par exemple. Si on récupère bien entendu l'ensemble de l'objet, c'est-à-dire que si on veut récupérer que l'ID ou n'importe quoi, bon bien sûr c'est pas pareil, mais si on récupère l'ensemble de l'objet, en fait il va garder l'objet dans l'objet contexte, il va garder une référence dessus. Derrière, si moi je fais des modifications sur cet objet, à ce moment-là, lui, il va enregistrer qu'il y a une modification, il va garder l'original values et la nouvelle valeur. Et ce qu'on va avoir grâce à ce fonctionnement-là,
c'est que derrière, quand on va faire le save changes, automatiquement, lui va se mettre à jour. Maintenant, si moi je vais attaquer de nouveau la base de données, par exemple, je récupère je récupère les catégories qui commencent par un A, dont le nom commence par un A. Derrière, je récupère les catégories dont le nom commence par un B, par exemple. Donc, si j'ai fait une requête link, ça devrait me retourner une liste de catégories qui vont toutes avoir un de leurs attributs, c'est que leur nom commence par c'est pas une liste, en fait, c'est un iQueryable. En fait, un iQueryable. Mais l'idée, en fait, c'est effectivement d'avoir une énumération de ces... Je récupère une énumération. Voilà. Donc, qui est essentiellement, pour nous, le type, c'est un iQueryable. Oui. Puis là, à ce moment-là, moi, je suis capable dans mon code de faire ce que j'ai, mais la magie de la chose, c'est que dans l'objet context, il va avoir aussi gardé, comme tu expliques, un pointeur sur l'objet, en réalité, pour être capable, quand je vais me revirer de bord et dire à mon contexte, je voudrais persister maintenant tous les changements que j'ai faits en appelant save context. C'est save context, la méthode? Save changes. Save changes. Excuse-moi, j'ai jamais fait de programmation anti-framework. C'est peut-être bien parce que ça me permet de poser des questions. D'ailleurs, justement, là-dessus, c'est un peu surprenant parce qu'au niveau de Link to SQL, c'est submit changes. Ouais. C'est un peu, enfin, ça choque. On voit que c'est des équipes différentes. Voilà, c'est différent. C'est object context, l'autre c'est data context. On voit aussi la philosophie dans les noms. Donc, à quelque part, je fais le travail que j'ai à faire sur les objets. Oui. Je peux même faire des changements et je reprends donc ça veut dire que mon fameux object context, si j'ai un temps de vie, mettons, tout le processus prend 25 minutes, il faut que je dois garder pendant 25 minutes en mémoire vive cet objet-là. Alors, pas forcément, c'est-à-dire qu'on a bien entendu la possibilité de réappliquer les modifications en changeant d'objet contexte. Parce que, par exemple, on va imaginer un scénario très simple, c'est on va être un scénario WCF. Mm-hmm. Derrière, on va pas garder un objet contexte par session, c'est-à-dire que voilà, le client arrive, voilà, qu'est-ce qu'il m'envoie? Il m'envoie mon objet que je lui avais passé tout à l'heure. Bon, moi, je me crée un nouveau objet contexte. Il faut que je récupère donc ce qu'il m'a envoyé. Et là-dessus, on a effectivement une méthode qui est très pratique, la méthode apply property changes. Donc, on va finalement avoir notre objet. On va récupérer depuis WCF l'objet qui est existant dans l'objet contexte, il faut le charger dans l'objet contexte, et puis on lui dit, maintenant t'appliques sur cet objet, t'appliques toutes les modifications à partir de l'objet que je te passe. En fait, lui derrière, ce qu'on a au niveau des objets métiers qui sont générés par Entity Framework, c'est qu'on a une partie qui est Entity Key. Okay. Et donc en fait, ça va être la clé. Ça, c'est la partie qu'on n'a pas le droit de changer. Parce que lui, il sait, sinon il sait plus faire. Là, je te demander. Ça correspond à la primary key. On va refaire ce scénario-là. Moi, je suis pas sûr que j'ai tout compris. Donc, j'ai une application ASP.NET. Oui. Donc, essentiellement, j'ai une page web, frappe le serveur, faut que j'aille dans BD, je récupère les données, essentiellement, ça retourne dans un formulaire web, des choses. L'utilisateur, donc la session est finie. Donc, il a fallu que je fasse quelque chose sur mon contexte pour garder non, j'ai pas besoin de rien faire sur le contexte. Non, ce qu'on fait, c'est on l'ignore et on l'envoie. D'ailleurs, le plus rapide à ce niveau-là, c'est de lui dire, on a la possibilité sur le contexte de lui mettre des options, et il y a entre autres une option qui est l'option no tracking. C'est-à-dire qu'on lui dit, écoute, il n'y a pas de tracking à faire, hein, tu récupères juste les objets, les données que tu as en base, tu les convertis en objets, puis tu renvoies ça, et c'est tout. Donc, si tu dis no tracking, il n'essaie pas justement de les garder en mémoire pour lui. Voilà. C'est plus rapide. Puis là, vu que ta session, toi, dans ta session, tu retournes la page, le contenu HTML, donc ta session devient out of scope. Donc, le compilateur, le garbage collector, lui récupère l'objet context, le détruit. D'ailleurs, généralement, l'objet contexte, on l'utilise avec un using, ce qui permet d'avoir le dispo directement à la fin. Donc, puis d'être sûr qu'ils sont vraiment, parce que c'est une ressource qui doit être disposable. Oui, donc, c'est pas juste comme un objet normal. Ça accède à des ressources physiques. À quelque part, l'objet contexte. Donc, les gens éditent leur page web, refait un soumet, resoumet l'information. Là, à ce moment-là, toi, quand tu reçois ton information, comment ça va se passer la mécanique pour être capable de faire comment t'as appelé, apply property change. Apply property change. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut avoir chargé dans l'objet contexte la donnée initiale.
bien sûr, pour avoir les différentes modifications. Généralement, ce qu'on peut faire, c'est, alors je me souviens plus exactement de la méthode, ça doit être try get entity ou quelque chose comme ça, où on lui passe un entity key. Donc là, on va se créer un data context vide, si je comprends bien. Ben, ils sont toujours vides Voilà, parce que c'est à nouveau, Au départ, on crée un nouveau data context. tu récupères l'objet, par exemple, que tu as en base. Alors ça c'est dans une politique où optimiste, c'est-à-dire qu'on n'envisage pas qu'il y a deux personnes qui vont modifier en même temps le même row, ou si le modifie en même temps, on dit le dernier qui écrit a raison. Okay. Donc là comme ça on est tranquille. Donc je refais ma requête ligne pour aller rechercher par exemple Non, on n'a pas besoin. On fait juste le try get entity, je crois. Je me souviens un peu, enfin je suis pas sûr, mais où on lui passe donc l'objet que tu viens d'avoir. Ton objet que tu as passé, il implémente l'interface iEntityKey. Et donc du coup lui il est capable de trouver la clé, donc il va être capable de charger en mémoire l'objet qui correspond au row qu'on a en base. Okay. Après dessus, sur ton contexte, tu fais context.applyPropertyChanges et tu lui passes l'objet que tu as récupéré depuis donc ta page web. Et donc là lui ce qu'il va faire, c'est il va chercher dans son contexte l'objet qui a la même clé, donc il va la trouver puisque tu viens de la charger. Ouais. Et puis derrière, ce que tu fais, c'est que tu avec l'Apply Property Changes, en fait, il va passer toutes les propriétés, et puis toutes les propriétés qui ont été modifiées, il va le mettre à jour. Alors, l'Apply Property Changes, par contre, a un défaut, c'est que il prend pas en compte des modifications sur les relations. Okay. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça, pour l'instant, en tout cas, il va falloir le faire manuellement. On va en fait réaffecter. Donc, tu aurais une relation N à N, où là, il faudrait qu'en tienne compte, parce que c'est souvent quand tu as du N à N, que là, il faudrait que tu le fasses manuellement. Voilà, il faut lui dire, bon, mais tu refais le add, ou tu refais le... Donc, moi, j'aime ce que tu viens de m'expliquer, parce que, oublions le contexte web. Mettons que j'ai une application où j'ai une couche objet métier, puis je veux surtout pas polluer ma couche objet métier avec l'objet context, parce qu'on sait que mettons que je suis dans une application monolithique, ce que je pourrais faire, c'est mon objet métier récupère l'objet contexte et le garde en mémoire tout le temps que la personne fait ses choses. Alors ça peut être, enfin, c'est un scénario qui est envisagé dans certains cas uniquement quand tu es dans un cas d'une WinForm, que tu es tout seul à bosser dessus, et encore, j'ai envie de dire, parce que le problème, c'est toujours pareil, c'est que si ta table elle a 1 million d'enregistrements, tu vas pas chercher 1 million d'enregistrements en mémoire, c'est hors de question. Donc du coup, l'idée vraiment, c'est, je pense, enfin, moi en tout cas, je suis partisan d'avoir la durée de vie la plus courte possible pour l'objet contexte, même si ça a quand même un avantage de l'avoir en cache, c'est que typiquement, si tu refais une requête dans laquelle sur catégorise, bon lui il va refaire la requête SQL, mais toute la partie où il transforme le row qu'il récupère en SQL en objet, il va pas le faire s'il a déjà l'objet, enfin l'entité qui a la même clé. Ah ouais, parce que les clés lui permettent de dire j'ai déjà fait le travail, je le refais pas, il voilà, mais inversement, ça pose un problème, c'est que si quelqu'un a mis à jour la base entre-temps, tu vas pas le récupérer. Donc tu as la possibilité bien sûr de lui dire bon, mais je fais un refresh, ou dans le cas notamment quand tu as au moment du save, tu as la possibilité de lui dire sur ce champ-là, je veux que tu t'assures que ça n'a pas été modifié entre-temps. Donc en fait, il va d'abord il va comparer avec l'original value pour voir si c'est bien correct. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer la requête SQL en conséquence. Voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir, dans ce cas, une exception si ça a été modifié. Dans ce cas-là, tu as la possibilité de lui dire, c'est le client qui a raison ou c'est la base qui a raison. Et donc, alors ça, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être très fin parce que ça peut être fait propriété par propriété. Et donc tu peux, donc en fait, du coup, tu peux gérer comme ça tous les problèmes de conflit. Donc soit t'as un cas très brutal où tu dis c'est le dernier qui écrit qui a raison, ou alors c'est la base qui a toujours raison, ou tu peux avoir un cas beaucoup plus fin où on demande du coup à l'utilisateur qu'est-ce qu'il veut, est-ce qu'il est sûr, parce que voilà il y a quel modif, etc. Ça c'est bien parce que ce que tu es en train de dire, c'est notre objet contexte devrait avoir le temps de vie le plus court, donc il devrait vivre seulement dans sa couche d'accès de données. Oui. On devrait pas commencer à pas plus l'amener dans l'objet, dans la couche métier, puis même envoyer ça dans la couche présentation, non, ça serait une aberration. Et son temps de vie est plus court. Quand l'information revient, comme on a expliqué, on est capable de réhydrater notre objet contexte. Je vais prendre ce terme-là, je sais pas si c'est bon, mais on réhydrate l'objet contexte. Et, à quelque part, toute la logique de gestion des conflits
Parce que c'est sûr que là, si ça a pris 25 minutes, c'est rentrer l'information, ça se peut que d'autres personnes... Tout à fait, ouais. Donc là, tu vois toute ta logique de gestion de conflit, tu vas l'encapsuler dans ta couche d'accès de données parce qu'elle a besoin de travailler avec l'objet context, mais c'est probablement la bonne place pour encapsuler cette préoccupation-là. Certaines personnes vont dire, ouais, mais c'est un savoir à faire à quelque part. C'est un problème de BD. Mais c'est un problème lié à ta BD, donc tu veux pas polluer ta couche de métier avec ce savoir-faire-là de comment gérer conflit. Tu veux vraiment gérer tes préoccupations aux bons endroits. Puis tu peux le faire très bien avec Entity Framework. Oui, tout à fait. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que généralement, tu vas pouvoir t'abstraire de la couche DAL, dans tel cas, tu vas le faire, en fait, dans ta couche business, mais tu peux avoir, effectivement, cette couche DAL. Mais ta couche business, ça pourrait avoir un sous-domaine spécialisé pour héberger cette logique-là. Oui. Et puis, alors, c'est encore plus vrai, on va dire, si tu utilises un des patterns qui est très utilisé avec l'anti-framework, qui consiste à utiliser WCF. Puisque tu vas avoir donc bien sûr tes data contracts, tu vas avoir tes services, et puis derrière tu vas avoir donc on va dire généralement tu fais un projet spécial où tu as tes entités. Est-ce que les entités sont sérialisables par WCF? Oui. Alors ça justement c'est fait exprès, c'est bien pratique. Alors ce qu'il faut savoir par contre, c'est qu'au niveau de la sérialisation, soit si tu veux sérialiser un graphe complet, il faut faire une sérialisation binaire, et sinon si c'est une sérialisation XML, c'est entité par entité. Okay. Mais c'est effectivement sérialisable par WCF et ça a été pensé pour, et justement le WCF c'est vraiment un pattern qui est préconisé, enfin l'utilisation de WCF c'est préconisé par Microsoft. J'ai vu notamment une présentation assez intéressante au TechEd d'Europe l'an dernier sur justement cette problématique. Mais là, si je te comprends bien, c'est que si on présumerait que WCF va me permettre de faire une façade de service. Mm-hmm. Puis là, à ce moment-là, ma couche métier, elle aura, parce que je vais être capable avec WCF de travailler avec mes objets, mes objets métiers, mais qui implanteraient les fameuses interfaces de Entity Framework qui seront nécessaires. Non, c'est les entités directement. OK, je travaillerai avec les entités directement. Ouais. Alors, après, ça dépend ce que tu veux faire. Là, typiquement, je suis en train je vais te donner un scoop. Ouais. J'ai commencé un projet que quand il sera terminé, je diffuserai. Justement avec une démo où il y a justement l'anti-framework et WCF entre autres. Et là, j'ai une problématique qui est, j'ai deux problématiques. C'est la première, c'est que je veux pas donner mon code métier, je veux pas le déployer. Et puis l'autre point surtout, c'est le fait que je veux avoir une gestion de rôle. Et donc, typiquement, si on prend une couche, une classe employée dans laquelle on a le salaire, là, j'ai pas envie de pouvoir le diffuser à tout le monde. Il faut avoir un certain rôle pour avoir accès à cette information, etc. Et du coup, là, à ce moment-là, il y a toute une gestion qui va être de développer des surcouches en fait qui vont permettre de réduire la visibilité. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai des data contracts qui sont des classes réduites en fait de mes entités. Et ce que je fais derrière, c'est que j'ai une interface qui me permet de convertir de l'un à l'autre, et puis ce qui me permet du coup de renvoyer mon espèce de classe qui est en fait mon entité limitée. Et puis derrière, quand je récupère, je suis capable moi de savoir qu'en fait ce que je veux, c'est mon entité, et puis rappliquer les modifications. Je comprends ce que tu devrais faire, c'est que plutôt que d'avoir développé tes propres data transfer objects, qui seraient des plain old CLR objects, ce que tu vas utiliser à la place, c'est les entités que tu as créées avec Entity Framework dans le modèle logique. C'est ces objets-là que tu vas transporter de couche en couche et que tu vas même serialiser avec WCF pour passer les liens physiques quand c'est distribué, par exemple, d'un poste client vers un poste vers un serveur. Est-ce que je te suis bien? Alors, pas tout à fait, dans la mesure où dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je veux pas serialiser mon entité, parce que le problème, si je serialise mon entité, c'est que je vais pas pouvoir avoir du moins, je ne sais pas comment je vais pouvoir avoir cette gestion de rôle pour dire, telle propriété, je veux la serialiser ou non, suivant le rôle. OK. Et donc, du coup, ce que je fais, c'est que je passe par un objet intermédiaire qui va en fait, et après, au niveau de mon service, j'ai défini, suivant le rôle, le service qui va être utilisé. Okay, donc, ton objet intermédiaire devient
ta couche de data transfer object, parce que c'est ces objets intermédiaires-là que tu vas définir ton data contract WCF. Oui. OK, je suis sûr. OK, parfait. Ouais, c'est la même problématique qu'on a avec Link to SQL. Là. On veut pas nécessairement retourner directement ces objets-là via WCF. On va créer un DTO pour justement retourner l'information. Sachant qu'on peut le faire, retourner les entités, on peut le faire. C'est les exemples classiques qu'on va voir de Microsoft. On va retourner les objets d'entité jusqu'à ta couche présentation parce que pour eux autres, ils veulent que tu utilises leur technologie puis que tu ne t'isoles pas de la technologie Entity Framework. Parce que si on prend ton approche, qui est de dire je vais me créer des DTO, ça veut dire que la partie Entity Framework, elle est limitée à qu'une seule couche. Puis cette couche-là, à ce moment-là, tu pourrais la remplacer par une autre technologie. Mettons, dans 10 ans, s'il y a quelque chose d'autre, il n'y a rien qui t'empêcherait de changer ça. Oui, on pourrait, oui. Là, on a parlé depuis presque une heure de qu'est-ce que c'est Entity Framework, de la gestion de l'objet contexte qui est au cœur, comment on peut, d'un point de vue d'architecture, gérer nos choses. Avec tout, on a brassé un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec la version 1. Rapidement, dans ce que tu peux nous dire, la version 2, elle va apparaître un jour. Oui. Est-ce qu'on peut déjà essayer d'entrevoir ou d'imaginer qu'est-ce que Microsoft pourrait faire dans une version 2? Ça nous permettrait de clore le sujet. Donc, dans la version 2. Dans la version 2, il y a déjà les améliorations qu'on peut envisager sur le designer, ne serait-ce qu'avec les complex type. Ouais. Alors, il y a quelque chose, tiens, puisqu'on parle de la V2, justement, il y a un thread sur le forum SDN qui a été ouvert par John Papa, qui est, en fait, le titre, c'est qu'est-ce que vous voulez dans la V2? Okay. Et là-dessus, moi personnellement, j'ai demandé également quelque chose. C'est au niveau du contexte actuellement. Ce qui est dommage, c'est que sur le code généré à partir du designer, le contexte, c'est forcément une classe publique. Moi, j'ai pas forcément envie que ma classe soit publique. J'ai peut-être envie que mon contexte il soit internal. Et comme ça, je contrôle totalement son accès au niveau de. Contrôle sa visibilité. Voilà. Et ça actuellement, c'est pas possible. Alors ça, c'est dommage, mais bon, voilà, ça on peut penser que c'est pas très compliqué à faire. Ce qu'on a également. Il y a Jarek Kowalski qui a développé quelque chose de très intéressant, c'est au niveau Entity Framework, il n'y a pas de lazy loading. Alors, du coup, il faut faire les loads manuellement. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont râlé par rapport à ça, parce que voilà, les lazy loading, ça a été notamment dans Link to SQL. On l'a pas au niveau Entity Framework. Donc Jarek, lui, a développé ce qu'il faut pour faire le lazy loading. Maintenant, moi, c'est quelque chose qu'il faut installer en dehors. A priori, ça sera complètement intégré dans la V2. Et en fait, on aura une option pour savoir si on veut l'activer ou non. On aura également, alors ça, c'est pas certain l'information que je vais donner, mais j'ai entendu dire qu'il y aurait la possibilité, éventuellement, de générer une base de données à partir de notre modèle. C'est-à-dire, en fait, on définit le modèle et puis à partir de là, lui, génère la base de données. Fait que là, on compléterait un espèce de cycle pour les gens qui font du domain-driven design first, finalement. Ouais, tout à fait. Intéressant. J'imagine que la contrainte qui fait en sorte aujourd'hui que si tu veux utiliser des entités qui sont générées directement par ta couche d'AL qui est Entity Framework, c'est des IPOCO, donc ils doivent implanter quelques interfaces. Microsoft va chercher à enlever cette contrainte-là pour vraiment pouvoir dire que si j'utilise Entity Framework comme un DAL, que je peux être totalement ignorant de ma stratégie de persistance parce que tout ce que je traverse, c'est des POCO, donc j'imagine qu'ils vont chercher à offrir une solution de cette nature-là dans la version 2. Forte chance. Parce qu'il y a beaucoup de demandes pour ça, ouais. Ça c'est clair. Alors, ce qu'on a également, c'est par exemple, si tu veux avoir, imaginons sur une catégorie, tu peux avoir la liste des products, bien entendu, c'est pas de problème, mais on pourrait envisager que sur la catégorie, moi je veux avoir une collection de strings qui me retourne juste la liste des product names. Alors ça, on peut le faire par code, bien entendu, avec une requête, mais c'est pas intégré. Là, a priori, ça sera intégré directement dans le modèle. On aura la possibilité de faire ce genre de choses. On aura également la possibilité d'intégrer des champs read-only d'une autre entité. C'est-à-dire ce que j'ai fait tout à l'heure, ce que j'ai présenté tout à l'heure en faisant donc ma vue SSDL pour justement intégrer le catégorie name dans mon product, ça sera possible de le faire. Ce qu'on a également... On dit ça sera sous toute réserve, c'est avec notre boule de cristal. Disons que il y a eu Alex James, donc qui travaille dans l'Entity Framework, qui a fait un post là-dessus en disant voilà, lui
Alors, je sais pas si c'est certain que ça va être fait, en tout cas, ou non, mais en tout cas, c'est une des pistes qui est envisagée. Ouais, c'est un des buts, là. Voilà. Ils vont s'attaquer à ces problèmes-là. Ça veut pas dire que ça va être complet, mais ils vont s'attaquer Tout à fait. à ces D'ailleurs, à ce propos, il y a un blog qui est exprès dédié à la V2. On peut donner l'adresse, donc c'est http://blogs.msdn.com EFDesign. Voilà, en tout cas pour donc, beaucoup de choses, puis on peut difficilement se commettre sur quand est-ce que cette version 2 apparaîtra. Alors, a priori, avec VS 2010... il y a des chances. Parce que on parle là que la version 1 va être dans le SP1 de Visual Studio 2008. Oui. Donc, mais c'est pour ça que ça va être, si ça vient si vite que ça sera quand même une version qui aura peut-être pas 3 millions de nouvelles features, nouvelles fonctionnalités. Mathieu, tu as déjà donné comme lien le blog de Entity Framework Design. Ouais. Est-ce que en terminant, est-ce que tu as autre chose que tu voudrais partager avec nos auditeurs? Parce que nous, on est clair qu'on va garder contact avec toi parce que quand la version 2 va être en tout cas, on sera prêt, on va se recéduler pour faire une émission sur la suite d'Entity Framework, mais à court terme, pour nos auditeurs. Alors, au niveau des blogs, moi personnellement j'ai 2 blogs, un en anglais et un en français. On va mettre les liens. Le mieux, c'est d'accéder au site datadeveloper.net et particulièrement datadeveloper.net/resources.spx. Okay. Parce que là-dessus, en fait, il y a la liste de tous les blogueurs sur Entity Framework, enfin en tout cas qui sont répertoriés. Donc il y en a bien sûr tous ceux des équipes MS, mais on va également retrouver le blog de Julie, le blog de Roger, le mien, enfin les 2 miens même, et puis il va y avoir d'autres. Une chose qui est sûre maintenant, le livre de Julie est déjà référencé en tout cas sur Amazon. Tout à fait. Alors là, je le conseille vivement. Parce que t'es un reviewer du livre, donc tu connais un peu ce qui reviewer, non, j'ai pas travaillé dessus. Mais enfin donc Programming Entity Framework, le titre. Donc Julie me l'avait annoncé pour octobre, mais sur Amazon il est parti le 30 novembre. Bon, dans tous les cas, moi je vous conseille vivement de l'acheter à l'avance pour l'avoir dès le jour de sa sortie. Et puis en plus, je sais que Guy est impliqué également dans ce projet, donc. Le monde est petit, comme on dit. Oui. Mathieu, on te remercie encore. Ben, c'est moi. Je pense que tu as réussi le challenge, parce que c'était un challenge en 1 heure ou un petit peu plus qu'1 heure d'expliquer de façon quand même assez concise qu'est-ce qu'est Entity Framework. C'est un challenge et bravo. Hein. Écoute, merci. J'espère que vous êtes convaincus en tout cas, mais pour ma part en tout cas, je le suis. Alors, merci bien encore. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies .NET de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.net-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de visualstudiotalkshow.com. Les actualités. Guy, est-ce qu'il y a des actualités? Parce que ces dernières semaines, il n'y en a presque pas parce que tout avait été annoncé au PDC. Oui, absolument. En fait, j'ai une actualité. Microsoft, en 2007, a acheté le code source, les contrôles, les propriétés intellectuelles sur toute une série de contrôles de charting. Comment on peut dire ça en français, du charting? De graphes? Graphique, ouais, pour faire des graphes, des graphes d'affaires. Microsoft a acheté finalement tout ça de la compagnie Dundas, une compagnie canadienne. Et c'était pour implémenter dans Reporting Services, pour tout ce qui est l'aspect BI, donc des graphiques d'affaires, tout ça. Et cette semaine, Microsoft a annoncé qu'ils allaient distribuer gratuitement les contrôles pour Web et pour Windows. Donc, Windows Form et Web Form. Ça va être ajouté à la plateforme .NET? En fait, c'est un download séparé présentement. Ça requiert le framework 3.5 Service Pack 1. Mais c'est totalement gratuit. Donc, c'est comme si vous achetiez les contrôles de la compagnie Dundas, là, ou qui offrait à l'époque là, pour $0. C'est une bonne nouvelle. Oui, parce que c'est des contrôles qui offrent un rendu qui est professionnel. Les graphiques sont vraiment beaux.
Puis donc, on parle de contrôle WinForm, contrôle web, mais rien du côté Silverlight. Pas du côté Silverlight. Du blog de Scott Guthrie, on semble dire que éventuellement il va sortir quelque chose, mais pas pour l'instant. Maintenant. Au niveau de la communauté.net de Montréal, Guy? On a beaucoup d'activités à cause de DevTeach. Donc, lundi, on a une présentation spéciale qui se fait à l'hôtel où a lieu la conférence. Donc, l'hôtel Marriott, pour ne pas la nommer. Le Marriott Château-Champlain. Et on a Fabrice Marguerie et Frédéric Schaffer qui vont nous présenter. En fait, ils vont développer une application en direct devant nous qui inclut Entity Framework, WCF, tout ça. Donc, avec des bonnes pratiques de test aussi. Donc, on continue nos échanges avec nos amis européens. Donc, Fabrice et Frédéric sont de Paris. Mm-hmm. Puis, donc, on en profite pour les inviter à venir à DevTeach. Et pendant qu'ils sont à DevTeach, ils viennent au groupe utilisateur faire une présentation. Oui, absolument. Mercredi, on a le party de la communauté, donc communauté et DevTeach. Donc, on fait ça au bar History. Tous les détails sont sur le site de la communauté. Puis après ça, je pense que c'est ton tour. Oui, c'est moi qui vais présenter le 15 décembre. Donc, architecture par couche. Donc, les meilleures pratiques. Qui est ton dada depuis bientôt 1 an, là. Donc, tu as réussi à peaufiner. Ouais. J'arrive finalement avec une technique qui marche. Puis là, le challenge, c'est comment rendre le message simple, faire en sorte que les gens peuvent appliquer ça. Parce que si ça serait si simple que ça, tout le monde le ferait. En fait, quand on parle d'application par couche, les auditeurs doivent se dire, bon, been there, done that, là, j'ai vu ça 30 fois. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que Mario arrive avec des techniques novatrices pour tester finalement son architecture. C'est ça. Le gros enjeu, c'est que tu peux bien faire n'importe quelle couche, mais si t'es pas capable de la tester de façon unitaire, comme un module, doit se tester de façon indépendante de ce qu'il y a autour. Donc, si t'es pas capable de la tester de façon unitaire, ben, grosso modo, t'as beau avoir découpé en couches, t'es en train encore de faire une grosse boule de boue. Mais là, les auditeurs vont dire, ben là, des tests unitaires, on en fait. Mais là, c'est vraiment au niveau de l'architecture en tant que telle. Donc, si votre curiosité a été piquée, là, venez, c'est le lundi. Le 15 décembre. Le 15 décembre. Puis, pour ceux qui seraient dans la région d'Ottawa, je vais faire la même présentation le 10 décembre. Parfait. Puis après ça, au Vermont, mais je pense pas que nos amis américains du Vermont nous écoutent. I don't think so! Écoute, Guy, sur ce, je pense qu'on va souhaiter une bonne continuité dans la programmation de nos auditeurs. D'accord. Et on les revoit dans 2 semaines. Au revoir! Visual Studio Talk Show.